Et je vais commencer par donner la parole à Madame Mireille Clapeau pour La République en marche. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Peter Maurer, merci d'être une fois de plus fidèle au rendez-vous. Les conflits durent et deviennent transversaux. Les interlocuteurs changent. Vous avez dit que 622 groupes armés non étatiques étaient recensés. Les États peuvent s'écrouler et le CICR est là. Et je partage votre intérêt que vous avez exprimé à la fin pour les nouvelles formes de conflits, les cyberattaques et pour la réflexion nécessaire à mener sur les transferts d'armes. Donc rapidement, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais rappeler l'action de la France qui a fait de l'action humanitaire un des piliers de sa politique étrangère. Et conformément à la trajectoire budgétaire qui était définie par la loi que nous connaissons tous ici du 4 août 2021, programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le projet de loi de finances pour 2022 poursuit la montée en puissance des crédits de la mission Aide publique au développement qui va augmenter de près d'1 milliard d'euros, ce qui permet à la France d'honorer ses engagements vis-à-vis des organisations internationales et des grands fonds sectoriels, Fonds vert pour le climat, Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose et paludisme, ou encore Partenariat mondial pour l'éducation. Et puis bien sûr, la hausse des crédits de cette mission Aide publique au développement permettra à la France d'être au rendez-vous de ses engagements en matière de coopération sanitaire, Acte A, Alliance Gavi, United. Je voudrais me focaliser sur les conflits et le contexte actuel, vous l'avez rappelé, c'est la multiplication des violations des règles fondamentales de ce droit international humanitaire avec des attaques de populations civiles, de biens, marchés, écoles, et les acteurs humanitaires eux-mêmes sont pris pour cible. Les blessés subissent des attaques ainsi que le personnel médical dans les structures hospitalières. L'utilisation indiscriminée des armes explosives en zone peuplée a également, et vous l'avez dit, des effets dramatiques pour les populations civiles. Alors ça n'est pas nouveau, mais ça semble être plus systématique. Pourtant, les gouvernements et les autres parties au conflit, comme les groupes armés, ont, en vertu du droit international humanitaire, l'obligation de protéger les civils, et cela passe par de la formation dont vous êtes un des acteurs. Ainsi, récemment, j'étais en déplacement en Mauritanie avec plusieurs collègues. Nous avons visité à Nouakchott le collège de défense G5 Sahel. Et ici, comme dans d'autres endroits, le CICR forme les officiers aux règles de droit international humanitaire ou de droit international des droits humains. Donc, par cette pratique, le CICR contribue à faciliter l'action humanitaire en faveur des victimes de conflits. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ce point et nous expliquer comment vous aidez les forces armées étatiques ou interétatiques ou les groupes armés dans leurs efforts pour diffuser les règles de droit international humanitaire, comment intégrer ces règles dans la doctrine, la formation et l'instruction militaire et dans les nouvelles formes de guerre, en particulier numériques, vous l'avez rappelé, inviolabilité des hôpitaux et des infrastructures devrait être absolument respectée. Je vous remercie. Ouais, interpellé sur la formation en droit international humanitaire. Je pense aujourd'hui la formation se joue à 3 ou 4 niveaux. D'abord, il y a formation traditionnelle, ce qu'on a fait toujours avec les armées. C'est une formation qui continue et qui est aussi pertinente par rapport aux groupes armés non étatiques sur lesquels on a des accès. La deuxième trajectoire de formation reste quand même notre proximité auprès des armées et des groupes armés non étatiques, parce que la formation se fait sur le concret. On ne fait pas une formation abstraite au CICR. On forme les armées sur le constat de violation qu'on fait sur le terrain. Et donc, ce n'est pas par hasard que nous appelons ce domaine de formation confidentiel, parce que nous faisons des constats de violation du droit international humanitaire sur lequel on engage les chaînes de commandement des groupes armés et des armées. Et c'est sur ces questions et sur ces violations qu'on essaye d'apporter une formation et un changement de comportement. La troisième trajectoire, elle est que sur la base des expériences très concrètes qu'on fait et qu'on veut confidentielles, on crée des systèmes de manuels pour les commandements de l'armée, mais aussi de groupes armés non étatiques pour
faire respecter le droit international humanitaire. Donc, cette année encore, on a lancé un manuel de formation, désolé si j'utilise des anglicismes, hein, un Commander's Handbook for Urban Warfare, c'est-à-dire toutes les expériences collectionnées ces dernières années par rapport aux violations possibles dans les contextes urbains qui étaient particulièrement puissants. On les a condensés en manuels pour des commandements militaires pour former leurs gens et pour faire respecter le droit international humanitaire. Donc, il y a toutes ces différentes trajectoires plus ou moins confidentielles et où le confidentiel est condensé d'une manière plus générique dans des manuels de formation. Donc, il y a dialogue concret, il y a effort de formation, et il y a effort de formation sur la base du concret. Et cela, je pense, nous fait un acteur important dans l'élargissement des connaissances et des respects. Peut-être pour vous dire, on a aussi changé assez fondamentalement nos formations ces dernières 10 années en intégrant des recherches sur le comportement de belligérants dans nos formations. Ce qu'on a constaté par nos recherches, c'est que les groupes armés non étatiques fonctionnent d'une manière extrêmement différente par rapport aux armées. Les armées sont normalement hiérarchiques et vous pouvez les former du haut en bas. Les groupes armés non étatiques demandent d'autres types de formation. Et je pense, depuis quelques années, on a commencé à tenir compte du fait qu'un groupe armé non étatique, il fonctionne d'une manière différente et il faut apporter le message du droit international humanitaire d'une manière très différente. Behavioral sciences ont été à la base d'une transformation complète de nos activités de formation envers les groupes armés non étatiques. On voit que les codes informels de ces groupes, on voit que les influences de société sont beaucoup plus importantes que, par exemple, une formation académique des conventions de Genève. Imaginez que peut-être, pour vous donner un ou deux exemples concrets, on a beaucoup travaillé avec, dans le monde islamique surtout, avec les religieux pour qu'eux intègrent dans leur fatwa et dans leurs prières et dans leurs messages des messages de base du droit international humanitaire. On a réussi par exemple à convaincre certains moullas en Irak de sortir des fatwas sur le traitement des prisonniers, sur le respect des femmes et des enfants. Et je pense que ces influences indirectes par rapport aux influenceurs religieux ou en réunissant par exemple les anciens dans les communautés qui ont des influences ou en pâtissant sur les groupes de femmes qui ont une influence incroyable, n'est-ce pas, sur le comportement des hommes, de leurs fils et dans les communautés. C'est donc ces manières très indirectes qui sont de plus en plus importantes par rapport aux codes classiques de formation. Mais je voulais vous donner une impression que c'est un domaine qui est extrêmement dynamique, où on est assez innovateur, où on essaye de tenir compte des résultats de recherche autres que celles qu'on a fait par le passé et d'avenues autres d'influencer le comportement de belligérants.